Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est le moment de franchir le pas et d'acheter le Sony A7S. Le fameux appareil photo qui est réputé chez les astronomes amateurs. Et donc on parle bien évidemment du Mark I, le premier, puisque Sony vient d'annoncer le Sony Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est le moment de franchir le pas et de vous acheter le Sony A7S Mark I, puisque Sony vient d'annoncer le Sony A7S III. Et mécaniquement, la cote sur le marché de l'occasion du Sony A7S I est en train de chuter. Et donc, ce boîtier devient tout à fait, beaucoup plus abordable quand même pour les astronomes amateurs. Et nous allons voir que c'est un boîtier qui est tout à fait intéressant à considérer dans la mesure où il n'a pas véritablement de vieillissement et il est clairement supérieur à des appareils photo beaucoup plus récents que vous pourriez trouver aujourd'hui neufs, par exemple, pour le même budget. Nous allons donc parler un petit peu de la différence entre le Mark I, II et III sur la famille Sony A7S. Nous allons parler des forces du Sony A7S Mark I, de ses limites quand même, il est important d'en être conscient avant de franchir le pas, et ensuite de quelques conseils pratiques si vous voulez l'acheter, en particulier si vous voulez l'acheter sur le Bon Coin. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors juste un petit rappel pour ceux qui sont moins habitués aux techniques d'astrophotographie, en particulier vous tous qui nous avez rejoints sur la chaîne Astro, soyez les bienvenus donc ces dernières semaines. Quand on fait de l'astrophotographie aujourd'hui, on ne travaille plus comme dans les années 80 avec la pellicule argentique où on faisait une seule photo et on avait notre photo. Aujourd'hui, on va faire plusieurs dizaines de photos. Donc de notre cible d'une part, que l'on va aligner avec un logiciel informatique. On va permettre de pouvoir comparer ces photos et éventuellement supprimer le passage d'un avion ou d'un satellite. La deuxième chose, c'est qu'on va faire aussi des photos avec le capuchon qui vont nous permettre en fait de soustraire le bruit électronique du capteur, son bruit thermique parce que le capteur est naturellement sensible aux infrarouges, et également compenser les irrégularités d'illumination du capteur. Les coins sont moins illuminés que le centre, et également éventuellement un petit peu les poussières. Donc c'est ce qu'on appelle les bias, les darks et les flats. Et avec ça, et avec ce traitement-là, et globalement, on va arriver à tirer un signal complètement fou. On va pouvoir soustraire ensuite la pollution lumineuse ambiante que l'on aurait pu avoir, et donc on arrive à sortir des photos de façon assez hallucinante, même en ville, mais alors quand on part à la campagne ou en montagne, c'est encore mieux. Et donc le Sony A7S, pour ça, fait partie de ces boîtiers qui sont reconnus comme étant exceptionnels pour les astronomes amateurs. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux que vous conseiller de franchir le pas aujourd'hui. Alors commençons par un petit peu d'histoire. Le Sony A7S Mark I a été annoncé par Sony en octobre 2013 et le Mark II est sorti en octobre, est sorti en 2015. Alors finalement, simplement 2 ans d'écart, c'est pas énorme. Et aujourd'hui, donc 28 juillet 2020, Sony a annoncé la sortie du Mark III, donc qui va sortir à la rentrée. Donc là, ça fait par contre 5 ans. La différence entre le Mark I et le Mark II, déjà, elle est pas énorme. Le Mark I, en fait, c'est un appareil photo full frame, donc avec un capteur 24-36. C'est un appareil photo hybride. Donc les deux viseurs, que ce soit le viseur œilleton ou l'écran, ce sont des viseurs numériques. Ce n'est pas comme un appareil photo réflexe avec une visée finalement optique à travers un système de miroir et un véritable œilleton optique. Donc appareil photo hybride de 12,1 millions de pixels, c'est un peu supérieur à la résolution 4K, donc moi généralement je fais mes photos en 12 millions de pixels et je les diminue pour les repasser à 4K derrière et éventuellement 2K pour ce qui est donc de la présentation d'images en vidéo, où ça permet de faire un zoom dans une image 4K et donc je pense que le format est tout à fait utilisable. On pourrait les utiliser en un peu plus grande résolution, mais il faut savoir qu'on a éventuellement toujours un petit peu de vignettage sur les bords. Ça peut dépendre aussi du correcteur de coma.
Donc la différence entre le Mark I et le Mark II, c'est d'abord, il faut comprendre que c'est des boîtiers qui ont été conçus par Sony d'abord pour la vidéo. Sur la famille Sony Alpha 7, qui est une famille semi-professionnelle, le A7R est vraiment dédié à de la photo professionnelle très haute définition. Le Alpha 7 normal est un boîtier plus polyvalent. Et le Alpha 7S est pour la sensibilité avec des pixels finalement plus gros, puisque quand on fait de la vidéo, on n'a pas besoin de travailler à 30 millions, voire 40, voire même 60 millions de pixels. Et donc c'est clairement le scope des Sony Alpha 7S, c'est pour la vidéo. Comprenons bien que c'est pas réellement un appareil photo qui est d'abord conçu pour la photo. Et c'est d'autant plus clair si vous regardez, et vous avez le lien dans la description, la vidéo de présentation du A7S III. Il est clairement dédié pour la vidéo. Donc c'est un boîtier, le Mark I, qui permet de l'enregistrement vidéo Full HD, mais également en 4K à travers un enregistreur externe par un connecteur HDMI. Le Mark II, en fait, utilise strictement exactement le même capteur, mais par contre, l'enregistrement peut se faire en 4K directement sur la carte mémoire. Raison pour laquelle, finalement, il n'y avait pas vraiment de surgain de qualité si vous ne travaillez pas en 4K. Par contre, le capteur est strictement le même. Par contre, il y a quand même un traitement sur les photos qui est fait sur le Mark II, ce qu'on appelle le Star Eater pour les astronomes amateurs, c'est-à-dire que Sony, même sur les fichiers RAW, va faire un petit traitement de vérification, et si un pixel est un petit peu déviant par rapport au pixel autour, eh bien on va homogénéiser tout ça. Le problème, c'est que quand on fait de l'astrophoto, ce petit pixel, ça peut être une étoile. Et donc le détail pour nous est hyper important. Par contre, effectivement, pour le photographe lambda, ça n'a pas d'importance du tout. C'est la raison pour laquelle le Sony A7S II a été boudé, qu'il y a eu une grosse inquiétude à travers les boîtiers qui ont suivi dans la famille Sony Alpha 7, et qu'il y a même eu des pétitions à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, on ne sait pas dire si le Sony A7S III a ce problème ou pas, puisque Sony n'a pas strictement... Sony aurait pu faire des timelapses de la Voie lactée extraordinaires et tout ça dans la vidéo de présentation du A7S III, et ça n'a pas du tout été le cas. Donc je m'inquiète un petit peu de savoir ce qui va en être. Il faudra le louer pour le tester auprès d'un magasin un magasin de photos vidéo. Voilà, donc la différence ensuite avec le Mark III est très importante par contre, parce que là, le Mark III permet l'enregistrement vidéo en Full HD à 30, 60 et même 120 images par seconde sur les cartes mémoire qui sont d'un nouveau format et beaucoup plus rapide. Et il permet de la 4K jusqu'à 60 images par seconde, ce qui permet donc de pouvoir faire des ralentis assez extraordinaires. Donc clairement, des vidéastes qui possédaient le Mark I n'avaient pas forcément intérêt à franchir le pas pour acheter le Mark II. Par contre, pour acheter le Mark III, le gap devient intéressant. Surtout le Mark I, il a quand même quelques années d'ancienneté. Le capteur du Mark III est nouveau. Il fait toujours 12,1 millions de pixels. Par contre, il est Backside Illuminated, BSI. Globalement, le rapport signal sur bruit est amélioré de 30%, donc ça permet un comportement en basse lumière meilleur, c'est ce qui permet de pouvoir monter en cadence vidéo. Il a aussi une vitesse de lecture plus rapide, mais ça permet de monter en fréquence vidéo en basse lumière, puisque globalement l'appareil photo est plus sensible. Bien évidemment, si l'appareil photo si le capteur n'est pas assez sensible, vous auriez une image bruitée sur vos ralentis à très haute vitesse. Voilà. Donc pour vous situer le coût derrière, le Mark I est sorti à 1500 € boîtier nu, 1800 pour le Mark II, et le Mark III est annoncé à 3500 € au minimum. On ne sait pas encore vraiment quel sera le prix. Pendant longtemps, le Mark I était à entre 1100 et 900 € à peu près d'occasion sur le Bon Coin. Aujourd'hui, il est sur une cote entre 600 et 800 €. Le Mark II étant plutôt justement sur une cote aux alentours des 800, 900, 1000 €, peut-être 1100 €. Après, ça dépend. Bien sûr, ils essaient de gonfler la facture en vendant des objectifs avec. Donc il y a possibilité d'essayer de négocier, on en parlera à la fin de cette vidéo, pour essayer de le baisser quand même aux alentours de 600 €, puisqu'il y a quand même le Mark II, et bien évidemment le Mark I étant plus ancien que le Mark II, et ben on pourrait dire, mais regardez, il y a des Mark II qui sont à 700, 800 €, moi je vous en propose 600 € ou 650 € et on peut essayer de négocier. Alors,
parlons maintenant quelles sont quand même les forces de ce boîtier Sony A7S. Donc le Sony A7S, moi j'ai utilisé, avant d'utiliser mon Sony A7S, j'ai utilisé le Canon EOS 450D qui fait 12 millions de pixels également. Si je voulais l'utiliser pour photographier la même zone de ciel avec un télescope de 200 mm de diamètre, donc je l'utilise celui-là sur le Photostroke que vous voyez habituellement à côté de moi, 200-800 à f4, il faudrait que mon Canon EOS 450D soit sur un 200-500 pour avoir la même portion de ciel réel sur le capteur, puisque le capteur est un capteur APS-C. Donc 12 millions de pixels pour les deux, mais virtuellement celui-là comporte, c'est un peu l'inverse finalement du phénomène de crop factor que l'on a l'habitude d'avoir sur les boîtiers APS-C, où on dit que l'objectif il faisait 100 mm, ah bah non, il fait 150 mm de focale, puisqu'il y a le crop factor x1,6 ou x1,5. Et bien là, ça va être le sens inverse. On va, en repassant sur du full frame, on va, donc du plein format, 24-36, on va abaisser le rapport focal sur diamètre de notre instrument. Et donc, mécaniquement parlant, bien sûr, un même pixel va capter beaucoup plus de lumière. Donc si je compare, si je mets cette fois mon EOS 450D sur mon 200-800 et si je mets mon Sony A7S sur le 200-800, clairement le Sony A7S, chaque pixel va couvrir une portion de ciel plus grande et il va être beaucoup plus lumineux. Donc ça, c'est vraiment de comprendre déjà que le fait d'être un full frame est un avantage. Le deuxième avantage, c'est que ce capteur est un capteur de la famille Exmor de chez Sony. En face de chacune des colonnes, vous avez un convertisseur analogique numérique, mais Sony, sur cette génération Exmor, a rajouté un petit amplificateur. Cet amplificateur a pour effet, après le premier amplificateur qui est dans chacun des photosites du capteur, a pour effet d'augmenter la tension, puisque les convertisseurs analogiques numériques travaillent en tension, d'augmenter la tension avant le convertisseur quand on est dans les forts ISO. Donc à partir de 2000 et 3200 ISO, en fait, le deuxième ampli s'active sur le Sony A7S et donc son rapport signal sur bruit s'en trouve très clairement amélioré. Vous avez également le même principe maintenant sur certaines caméras planétaires et ciel profond récentes et on a les graphes que vous trouverez sur le site de chez ZWO. Donc ça c'est une très très grande force du Sony A7S, son rapport signal sur bruit est juste monstrueux déjà au niveau du bruit de lecture et globalement donc le rapport signal sur bruit du capteur vis-à-vis de l'image qu'il va capturer. Ça c'est sa deuxième force. Sa troisième force c'est que dans la mesure où c'est un hybride également, c'est un appareil photo qui a été d'abord conçu pour de la vidéo, son bruit de lecture sa vitesse de lecture est rapide et donc c'est un boîtier qui peut fonctionner ce qu'on appelle en électronique shutter, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'avoir un rideau mécanique avant et après une photo. Il va être capable de faire la relecture immédiatement après avoir terminé la pose. Et donc en fait on le met en mode rafale avec le mode Electronic Shutter. Alors il va travailler en 12 bits plutôt que 14 bits en natif, je crois bien. Mais par contre la photo, voilà, on n'a pas de vieillissement mécanique sur le boîtier et le capteur n'est pas stabilisé comme les nouvelles générations. Donc on est sur un boîtier qui est absolument génial de ce point de vue-là, dans la mesure où il ne va pas vieillir mécaniquement. Donc on peut acheter un boîtier relativement ancien et qui va marcher hyper bien. Mon Sony A7S fonctionne toujours pas impeccablement. A contrario, mon Sony A7R2 qui est beaucoup plus récent, qui a juste 60 000 poses, j'ai dû remplacer le rideau qui était déjà mort au bout de 4 ans, à peu près 4 ans et demi d'utilisation. Donc là, c'est le remplacement pour info, il coûte à peu près 250 €. Sachez que quand Sony nous parle de tester pour 500 000 clics, ça ne veut pas dire qu'il est garanti 500 000 clics comme la presse spécialisée le dit. C'est totalement faux. Si vous avez passé la période de garantie du boîtier, c'est mort. Donc ça c'est pour les différentes forces de ce boîtier. Maintenant, je vous propose de parler un petit peu des faiblesses quand même, il faut en être conscient. Première faiblesse, la batterie. Vous avez une autonomie de 3 à 4 heures à peu près en été, quelquefois un peu plus, ça dépend de la température. En hiver par contre, elle chute plutôt à 2 heures, 1 heure et demie, voire 1 heure quand il fait une température négative. Donc là, c'est un point quand même à considérer en plein hiver. La durée de vie de la batterie, elle est quand même assez limitée. Première limite.
La deuxième limite, vous allez me dire, mais c'en est pas une, en fait, je vais devoir changer tous mes objectifs parce que j'étais chez Canon ou chez Nikon. Donc si vous n'étiez pas sur un boîtier de type hybride, vous allez avoir en fait une profondeur de boîtier qui n'est pas la même, et ça nous permet d'utiliser ce type de bague d'adaptation et qui vous permet de monter donc un objectif Canon. Ça marche pour Canon EF, ça marche très bien, et je peux utiliser toujours mon zoom Tamron 18-170 pour Canon EF. Alors par contre, c'est un objectif qui est APS-C, le boîtier peut être reconfiguré en mode ce qui s'appelle Super 35, qui est en fait le mode APS-C de ce boîtier, et à ce moment-là, je peux utiliser un objectif donc APS-C, il faut le savoir, mais donc ça marche très bien. Autre limite de ce boîtier, et à mon sens quand même une des plus problématiques, c'est ce qu'on appelle le fameux Star Eater. C'est-à-dire que Sony essaye de post-traiter le fichier RAW de façon à supprimer un petit pixel déviant. Donc sur le Sony A7S Mark I, il n'est présent que en mode bulb, donc c'est pas gênant. Sur le Sony A7S Mark II, il est présent à partir de 4 secondes de pause. Donc là, bien évidemment, c'est la raison pour laquelle le Sony A7S Mark II a été boudé clairement des astronomes amateurs, pour la raison que le centre des étoiles, finalement les étoiles sont gommées, les petites étoiles, et donc ça faisait des donuts, le centre ayant été soustrait finalement par le post-traitement. Donc on ne sait pas aujourd'hui à ce jour si le Sony A7S Mark III souffre du problème ou pas, il faudra le tester. Autre défaut également, ce boîtier, comme tous les boîtiers que vous allez acheter dans le commerce, à part quelques exceptions comme le Canon 20DA et 60DA, il n'est pas défiltré. C'est-à-dire que l'appareil photo est calibré globalement sur la courbe de Gauss de sensibilité de l'œil humain, qui est peu sensible dans le proche infrarouge qui correspond au rouge des nébuleuses. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs on ne voit pas les nébuleuses finalement en couleur. Et donc, en fait, il y a un filtre sur les boîtiers pour équilibrer le rouge par rapport au vert et par rapport au bleu, par rapport à la sensibilité de l'œil, pour que le photographe lambda puisse avoir une photo représentative de la réalité. Sauf que sur les Sony, ce filtre est particulièrement violent. Alors, en astrophotographie, on peut défiltrer un appareil, c'est-à-dire retirer ce filtre. On parle d'appareil photo défiltré partiel, et on peut remettre un filtre qui va juste bouffer les infrarouges, qui eux nous gêneraient quand même un peu, et qui va surtout permettre de rétablir le back focus, c'est-à-dire la distance pour que l'image aérienne vienne se former strictement sur le capteur. En fait, le plan focal se retrouve avancé, puisque la lumière n'a pas le verre n'a pas le même indice de réfraction que l'air. Donc là-dessus, vous pouvez et vous devez le faire défiltrer. Sur un Canon, vous auriez gagné 4 fois plus de sensibilité dans le rouge correspondant à l'arrêt donc de l'hydrogène des nébuleuses. Sur les Sony, vous allez gagner 5 fois plus de sensibilité. Donc ça signifie que si vous voulez photographier des nébuleuses avec un Sony A7S, clairement il va falloir le défiltrer. Pour les comètes, pour les amas d'étoiles ou pour les galaxies, vous n'en avez pas besoin, et il marche superbement sans être défiltré. Mais par contre, le défiltrage coûte quand même un petit peu cher parce qu'il est délicat à faire, et il vaut mieux le refiltrer justement pour pouvoir conserver la mise au point avec un objectif standard, et aussi pour avoir toujours le même back focus quel que soit votre boîtier. Et donc, l'opération de défiltrage-refiltrage coûte 440 € chez EOS Forastro, donc la micro-entreprise de Richard Galli que vous avez déjà vu sur la chaîne d'AstronoGeek. Et je lui ai fait défiltrer mon boîtier, et je peux vous dire que vous pouvez y aller en toute confiance, c'est un expert dans le domaine. Donc ça, c'est aussi une des grosses limites du Sony A7S. Donc si vous l'achetez 600 €, prévoyez éventuellement 440 €. Donc vous êtes à 1040 € pour un appareil photo. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé de le faire au même instant. Et même sans être défiltré, il est déjà monstrueux. Je peux vous dire que non défiltré, il était déjà supérieur dans le rouge que le Canon EOS 450D sur la nébuleuse de la Rougette. C'est pour vous donner un peu un ordre d'idée quand même. Il est tellement moins bruité que vous allez pouvoir donner un coup de gamma sur le rouge avant ensuite de faire la suppression de la soustraction de la pollution lumineuse. Donc clairement, si on peut le trouver maintenant entre 600 et 700 €, ça correspond au prix d'occasion d'un certain nombre de boîtiers, par exemple comme le Canon EOS 80D.
ou certains boîtiers neufs. Donc finalement, pourquoi acheter un boîtier qui sera moins bon en termes de rapport signal sur bruit et qui sera APS-C plutôt qu'un full frame qui a ce phénomène de réducteur de focale que vous trouvez avec le Sony A7S. Alors vous allez m'opposer que le fait d'avoir des gros pixels et finalement de réduire la focale, vous allez perdre en résolution de votre image. Mon expérience, c'est qu'avec le Canon EOS 450D, j'avais des étoiles quand même un petit peu enfarinées sur le photostroke. Quand je suis passé sur le Sony A7S, je suis arrivé à avoir des petites étoiles. Bien sûr, les grosses étoiles, elles bavent, mais les toutes petites étoiles faisaient strictement qu'un seul pixel sur l'image finale. Et quand vous prenez une photo comme ma photo de M13 avec le mode Drizzle 2 et ensuite un petit peu d'onglette, vous pouvez voir que j'ai quand même un piqué qui est quand même sacrément violent donc sur cet amas d'étoiles. Et donc, in fine, j'ai absolument pas à pâlir face à un boîtier qui aurait des pixels un petit peu plus petits. Donc, vaut mieux avoir des pixels un peu plus gros, mais que les plus petites étoiles fassent strictement un pixel, plutôt que des petits pixels, mais finalement, toutes les étoiles sont un peu enfarinées. Donc au final, clairement, le Sony A7S est à mon sens un des vrais meilleurs boîtiers. Une limite quand même à dire, c'est que la limitation d'une pause de 30 secondes va faire que si vous êtes sur un rapport focal sur diamètre à 4, comme sur mon Photostroke par exemple, eh bien si vous voulez mettre en évidence les nébulosités que vous avez un petit peu partout, autour d'un objet que vous êtes en train de photographier, bah, ce sera quasiment impossible, sauf quelques exceptions comme la nébuleuse de l'iris de mémoire. Par contre, si vous êtes à f2 comme avec le Samyang 135, ça va passer. Sur un boîtier comme l'ensemble des boîtiers Canon ou Sony, comme vous pouvez travailler en mode bulb, vous allez faire des pauses de 5 ou 10 minutes éventuellement. Et là, vous aurez, même si le boîtier est moins sensible et in fine, vous allez avoir une acquisition de finalement plus de signal et finalement le petit +1 dans les pixels qui correspond à ce fond de ciel nébuleux, eh ben, il va sortir beaucoup plus facilement. Mais ceci dit, le Sony A7S, il arrive quand même à sortir des trucs. Mais voilà, il a quand même une petite limite. Il y a une nébuleuse, par exemple, comme Outer Straw 4, que je n'arrive pas encore à sortir avec le Sony A7S, du fait de ses pauses de 30 secondes. Mais dans le sens inverse, travailler par pause de 30 secondes est un avantage avec la polémique actuelle sur les satellites Starlink et les méga constellations voilà, des autres concurrents de SpaceX. Donc de ce très grand nombre de satellites. Le fait d'avoir en fait des dizaines de photos quand vous faites votre session, alors elles font 12 millions de pixels, donc elles sont un peu plus rapides à traiter que des photos qui vont faire 18 voire 24 millions de pixels, et bien le fait d'avoir voilà, en 20 minutes vous avez 40 photos, en 40 minutes vous en avez 80, et ça fait autant de photos d'éléments de comparaison pour les algorithmes de réjection qui vont détecter et ne pas considérer la trajectoire d'un avion ou d'un satellite. Je vous renvoie à l'épisode sur Starlink, la fin de l'astro, point d'interrogation, où j'ai traité un petit peu de ce sujet-là. Et donc au final, je crois que c'est une bonne alternative parce que les boîtiers du commerce, vous allez avoir des pixels de plus en plus petits. On parle bientôt de boîtiers qui vont sortir avec 31 millions de pixels. Qui dit pixels de plus en plus petits dit que forcément vous avez moins de lumière qui rentre unitairement sur chacun des pixels, donc il faut des poses de plus en plus longues, et dans le sens inverse, vous allez avoir besoin de pouvoir être plus puissant pour la réjection. Et je pense que le Sony A7S, clairement, il est loin d'être encore détrôné par rapport à cet aspect-là. Et donc maintenant, on en vient in fine à quelques petits conseils pour l'acheter. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez l'acheter sur des forums de photos, sur des forums astro, vous en verrez de temps en temps, même déjà défiltrés, mais c'est quand même très rare. Par contre, actuellement sur le Bon Coin, il y a au moins 3 annonces par semaine, donc c'est vraiment le moment, puisqu'il y a des gens qui veulent vraiment absolument les vendre de façon à passer sur le A7S III. Le conseil que je pourrais vous donner, la première chose, c'est une transaction en main propre ou une transaction avec le système de paiement sécurisé du Bon Coin. C'est-à-dire que l'argent est bloqué par le Bon Coin et quand vous recevez l'appareil et que vous l'avez vérifié, là, à ce moment-là, le vendeur est payé. Première chose. Deuxième chose, n'acceptez jamais de transaction par argent virtuel, c'est-à-dire les tickets PCS et autres Western Union, etc. L'arnaque est connue, vous allez sur la chaîne de Sandoz, il en a parlé, à savoir que quand vous avez donné le numéro, la personne touche l'argent directement. Or, la personne va vous dire, bah écoutez, moi j'aimerais être certain que vous voulez vraiment me l'acheter, donc donnez-moi le numéro de ticket PCS pour que je puisse vérifier si c'est un ticket valide. Sauf que vous donnez le numéro, il a l'argent, et puis vous, eh ben, vous êtes mort parce que
En réalité, vous n'avez rien acheté, vous n'avez surtout rien reçu, et croyez-moi, vous n'allez rien recevoir. Donc si vous voulez l'acheter par le bon coin, demandez à vous faire envoyer des RAW, 3200 ISO en Electronic Shutter. Vous faites un 8 millième de seconde avec le capuchon, ça fait un offset. 30 secondes encore avec le capuchon, cette fois ça fait un dark. Et ensuite vous retirez le capuchon, un 8 millième de seconde, 3200 ISO face à une fenêtre. Là à ce moment-là vous avez un flat. Vous allez vérifier ces trois photos donc avec Iris, Cyril ou PixInsight de façon à vérifier que tout ça c'est homogène. Éventuellement calculer le niveau de bruit et on peut vous donner la valeur moyenne que l'on peut retrouver dans ces logiciels, ce qui vous permet de vous dire est-ce que le capteur est vraiment normal ou pas, et donc ça vous permettra de l'acheter en confiance et de savoir ce que vous allez obtenir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de tout ce qu'il y avait à savoir sur ce Sony A7S. Il n'est pas certain donc que le Sony A7S III le détrône véritablement dans le cœur des astronomes amateurs, même si j'aimerais que ce soit le cas, puisque un boîtier qui est BSI et donc avec un rapport signature-bruit amélioré de 30%, ça pourrait être fabuleux. Mais aujourd'hui, le Sony A7S, pour moi, est clairement un des meilleurs appareils. Je rappelle quand même que c'est quand même assez utile parce que vous pouvez faire des photos sans, même sans intervalomètre, juste en mode rafale, et vous n'avez pas besoin d'avoir un ordinateur à proximité. Donc si vous êtes en nomade, c'est quand même assez utile. Et puis il est quand même relativement compact, c'est pas mal aussi. Voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à me soutenir donc en quelques clics. Voilà, vous connaissez la musique. Et moi je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.